Cette question du genre me préoccupe depuis les années 70. Quand j'étais étudiante à Paris 8, berceau en partie du mouvement de libération des femmes. Et dans les années 80, quand arrive l'épidémie du sida, Françoise Héritier, que je connais bien à l'époque, puisque je fréquente régulièrement le laboratoire d'anthropologie sociale, me propose un contrat qu'on lui a offert du ministère de la Santé au département ça s'appelait prévention donc, de la santé, de faire une enquête autour des questions, une enquête anthropologique autour des questions du sida. Et elle me dit, feu vert, tu fais ce que tu veux. Enfin, vous faites ce que vous voulez, parce que elle a toujours, vous voyez, notre génération. Et donc, c'est l'époque où je ne suis pas encore rentrée au CNRS, en fait. Donc, c'est une enquête qui va être payée par le ministère. Je saute sur l'occasion et je fais une proposition particulière. C'est-à-dire que je dis, voilà, pendant 1 an, je vais étudier systématiquement tout ce qui se dit dans les médias, la presse ou les médias audiovisuels sur le sida. Tous les débats qu'il y a, il y en a beaucoup. Et donc, mais en parallèle, je vais m'installer au laboratoire d'anthropologie sociale. Je vais profiter de l'extraordinaire outil que nous avons, qui s'appelle les Files, où depuis les années 30, il y a à peu près, je crois, 230 groupes dans le monde entier qui avaient été choisis par Mumford et suivis jusqu'à donc aux années 80 et au-delà. Mais là, on est en 84, je crois. Non, 5. On est en 85. Et donc, il y a c'est des petits tiroirs dans lesquels sont découpés, indexés par thématique, sur un même thème, tout ce qui correspond dans ces 230 ou quelques sociétés. Aujourd'hui, c'est numérisé, mais à l'époque, on en était encore aux petits tiroirs. Et donc, je passe des heures à chercher différentes thématiques dynamiques, c'est-à-dire l'idée est la suivante: sida, c'est quoi? Amour et mort. Donc, j'entre par les mots-clés amour et mort, et puis je cherche autour de rites de passage, comment est-ce qu'on devient garçon et fille, à quel âge on devient adulte, quels sont les tabous sanitaires, etc. Voilà. Donc ça va donner un rapport qui sortira en fait presque 10 ans plus tard. C'est adolescence et sexualité. Voilà. Donc, qui sort en 95. En 2010, sur la recommandation de Françoise Héritier, à nouveau, j'accepte aussi la responsabilité éditoriale de la section anthropologie du gigantesque projet de dictionnaire universel des créatrices qui est développé par les éditions des femmes. Cette fois-ci, je confie la rédaction de quelques 200 fiches à mes amies brésiliennes, qui mobilisent un réseau d'anthropologues d'Amérique du Sud donnant une autre vision de l'anthropologie que celle de l'Europe, notamment une vision féministe mais aussi décoloniale. Et notamment mettre en valeur des femmes qui ne sont peut-être pas devenues, ne sont pas connues ici en fait comme anthropologues, mais qui ont joué un rôle essentiel dans le développement de l'anthropologie des pays d'Amérique du Sud. Je confie aussi des fiches sur le Pacifique et l'Europe à des étudiants travaillant dans ces régions.
Donc le dictionnaire est paru sous forme de 3 gros volumes en 2013 et a été mis en ligne depuis avec des mises à jour. Donc, les 3 volumes, on pourra les prendre en photo tout à l'heure. Février 2013. Je suis donc installée dans une petite cabane à 2 étages, au bord de la mer, à Florianopolis. Une île magique, avec beaucoup d'alternatives, et donc cette formidable université fédérale de Santa Catarina, où il y a des programmes spéciaux pour les indigènes, l'Institut du genre, et puis ça fait partie de mon invitation pendant 6 mois, qui est financée par les organismes de recherche brésiliens, CAPS, d'avoir un sujet de recherche. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Mais je crois que c'est le 2e jour de mon arrivée. Un de mes jeunes collègues de l'université, Felipe, qui travaille, lui, sur l'homophobie, me propose de m'emmener dans une favela où, tous les jeudis, a lieu un rituel d'Umbanda. C'est un culte inspiré des premiers cultes afro-brésiliens qui ont été développés par les personnes qui ont été esclavagisées dans les plantations, mais donc depuis déjà des siècles, mais qui, dans les années 30, il y a eu l'Umbanda qui a intéressé des non-africains d'origine et qui a beaucoup de succès, y compris dans les milieux intellectuels. Et donc, il m'emmène dans ce terreiro, comme on dit, pour ces lieux qui existent par milliers à travers tout le Brésil et dans toutes les villes, et pour me présenter donc à celui qui a développé cette maison terreiro en particulier dans cette favela, à Bilio. Et la maison s'appelle Vocirina. Vocirina, c'est le nom donc de l'esprit d'une ancienne esclave noire qui serait morte à 140 ans. Et comme tous les babalorishas, ils ont leur devenir esprit, et lui, son devenir esprit, c'est cette femme, Vocirina, ancienne esclave noire. Et lui, il n'est pas noir. C'est intéressant, c'est un homme, il n'est pas noir, et il devient une esclave noire pour faire la divination, et donc pour que les gens qui viennent le voir, quand il devient Vocirina, il vous dit, en manipulant des petites pierres et en faisant des dessins à la craie, de manière un peu automatique, comme si ça passait par l'esprit Vocirina, quel est, votre devenir? Alors, il y a plein de devenirs différents. Il y a les devenirs de ce qui, dans l'Umbanda, s'appelle les orishas. Et les orishas, en fait, ce sont des entités qui étaient déjà célébrées par les ancêtres de tous les Afro-Brésiliens, donc en Afrique, soit du côté du Bénin et du Nigeria. Et donc ça, c'était... Au Brésil, on parle des Ngo, aujourd'hui on dit les Yoruba. Soit du côté de l'Angola et du Mozambique, et là, c'est plutôt les Bantous. Et donc, il y a deux types de filiation et de généalogie dans les maisons de Condomblé et d'Umbanda à travers le Brésil, soit de descendance Ngo, c'est plutôt les Condomblés, soit de descendance Bantou, c'est plutôt l'Umbanda. Et donc, ces orishas, ainsi appelés dans l'Umbanda, il y a l'équivalent dans le Condomblé, c'est les Nkese, sont des entités associées à des éléments pour nous naturels, c'est-à-dire Yemanja pour la mer, Oshum pour les rivières, Oshosi pour la forêt, le chasseur, voilà, au baloyer pour la médiation avec les morts. Et donc, l'Umbanda et le Condomblé partent du principe que nous avons tous un devenir orisha en nous, et que par divination, on peut savoir ce que c'est. Et ça peut changer au cours de la vie, si jamais on se réoriente autrement.
Et donc, il y a aussi d'ailleurs un orisha qui change de sexe 6 mois de l'année et qui est associé à l'arc-en-ciel. Bon, donc, tous les jeudis, enfin, cette première rencontre que je fais avec Abilio, je suis absolument fascinée par ce qu'il m'explique et je décide que ce sera mon terrain. Et donc, tous les jeudis, je vais au rituel et à chaque soirée, le thème change. C'est-à-dire que la première partie, les gens incorporent, c'est l'expression, incorpora, en portugais, que j'ai dû apprendre aussi pendant ces 6 mois, ça faisait partie du contrat. Donc, va être incorporé par son devenir orisha et se comporter tel que l'orisha se comporte en public. Donc, par exemple, puisque je vais faire une divination, moi je suis Yansa. Yansa, donc sa couleur c'est le rouge. Quand elle danse et qu'elle tournoie comme tous les orishas, elle fait comme ça avec sa main. On la reconnaît tout de suite. Et il faut préciser que tous ces orishas, avec l'Ubanda, sont associés à des saints chrétiens. Et ceci vient du fait que pour pouvoir faire les cultes, eh bien, dans les plantations, comme c'était interdit de faire les cultes venus d'Afrique, eh bien, les esclaves ont masqué les orishas qu'ils célébraient dans certains lieux par des sculptures de saints correspondants. Et les correspondances sont choisies en fonction de choses qui sont associées aux saints dans le système chrétien. Et donc, par exemple, Yansa, c'est Sainte Barbara. Et de la même manière que Sainte Barbara, c'est l'histoire en fait d'une musulmane turque qui s'est convertie au christianisme, a été emmurée par son père puisqu'elle était infidèle à sa religion, et donc est devenue la patronne des mineurs, des marins, et donc est associée au feu, aux éléments, voilà. Eh bien, Yansa, dans le système des orishas, c'est aussi une entité qui est associée à tous ces éléments de feu et de colère et de justice. Voilà. Donc, la première partie de ces soirées, c'est ça. Chacun va incorporer son orisha. Et la deuxième partie, en fait, le thème a été donné à l'avance. Les gens sont arrivés avec des costumes qui correspondent à ce thème. Et donc là, ce ne sont plus des orishas qui sont célébrés dans l'Umbanda, ce sont des esprits de mort au Brésil, qui sont organisés en différentes familles. Donc il y a les preto velho, les vieux noirs, donc les anciens esclaves. Il y a les esprits caboclo, qui sont les Amérindiens, mais aussi les métis et les petits blancs qui vivent comme les Amérindiens. Il y a les Bejada, qui sont les enfants, les esprits des enfants morts, des bébés morts, etc. Et puis, voilà, ça continue comme ça. Il y a même des familles parfois, mais j'ai jamais vu à Florianopolis de soirée consacrée qu'à ça. Je l'ai vu à Rio. C'est la famille des Gallo-Romains. C'est la famille de César. Voilà. Alors d'où ça vient? Peut-être les migrants italiens. Enfin, toujours est-il que lors de ces soirées, qui sont des soirées thérapeutiques, c'est extraordinaire, parce que les preto velho, donc les vieux noirs, donc, sont habillés avec des damiers noirs et blancs, sont tous courbés comme ça, s'assoient sur des petits sièges, on leur donne des cigares, du café chaud, et les gens, adultes et même enfants, viennent leur poser des questions par rapport aux soucis qu'ils ont, et ils répondent. Dans les soirées Bejada, là, les costumes, c'est rose et bleu, les bébés comme pour les bébés, garçons et filles. Et les gens incorporent les esprits des Bejada, se roulent par terre, marchent à 4 pattes, sucent leurs pouces, on leur donne des sucettes. Et là, pareil, on peut dialoguer avec eux, mais surtout, c'est eux qui viennent vous solliciter et qui vous disent des choses que les participants considèrent comme répondant à leurs questions qu'ils ont vis-à-vis de leurs enfants.
Donc soit qu'ils ont perdu un enfant, soit qu'ils ont un enfant malade, soit qu'ils ont un problème parce qu'ils divorcent de garde, etc. Voilà. Donc ça, c'est une autre forme de thérapie. Et puis, il y a aussi donc des soirées dites échoues. Échoue, en fait, est aussi un orisha. Hein, c'est l'orisha messager, un peu comme le fripon dans des mythologies de beaucoup de peuples amérindiens, le trickster, mais un peu aussi comme Prométhée dans la mythologie ici. Mais il est hors la loi. Et donc ce hors la loi, pour les esprits des morts au Brésil, eh ben, ce sont les gens des favelas. Ce sont les pauvres, mais ce sont aussi tous les hors la loi. Donc ce sont les brigands, ce sont les prostituées, ce sont voilà, les gens de la rue qui survivent comme ils peuvent. Voilà. Et donc les soirées échouent. Eh bien, les femmes viennent habillées en gitane, c'est des costumes qu'on peut acheter dans les marchés, et les hommes sont habillés en gros comme des macros, avec une cape noire, voilà. Et puis de temps en temps, pour défier l'accusation qui est faite de ces cultes, d'être des cultes sataniques, sur la cape noire derrière, il y a un démon. Voilà. Donc ça, c'est évidemment très très mal vu par les évangélistes, et il y a eu beaucoup de meurtres, de personnes qui sont impliquées dans ces terreiros à travers le Brésil. Ils ont été interdits pendant un temps, les gens ont été en prison, les objets ont été confisqués, et puis ils sont devenus maintenant, depuis au moins une dizaine d'années, des religions officielles. Mais avec la montée de l'évangélisme de ces dernières années, et notamment en particulier là depuis la pandémie avec Bolsonaro, il y a eu des accords qui ont été passés avec des mafias dans les favelas, qui avant étaient majoritairement pratiqués, donc ces terreiros, donc Candomblé ou Banda, pour convertir de force les gens et parfois tirer sur les responsables, les tuer. Et puis voilà, à coup de promesses, d'études payées pour les enfants, de business financés par ces organisations évangélistes qui viennent souvent des États-Unis, hein, qui sont au départ pas du tout brésiliennes. Voilà, la chose est assez difficile comme ça. Alors, je publie dans la revue brésilienne de l'Université de Sao Paulo appelée GIST une restitution d'une conversation que j'ai eue avec l'esprit Vocirina, qui me dit, dans cette conversation, qu'entre les orishas et autres entités de l'Ubanda et les esprits totémiques d'Australie que j'ai un peu expliqué, il y a une résonance évidente de soins de la terre. Je suis ravie. Lors de mes interventions universitaires dans diverses villes brésiliennes, j'ai demandé à pouvoir visiter d'autres terreiros, hein, puisque ça faisait partie de mon contrat d'intervenir dans 12 autres universités, un peu partout au Brésil, et à chaque fois, 2-3 fois, dans le musée, voilà. C'était passionnant. Mais moi, j'ai demandé à pouvoir aller voir au moins un terreiro dans chaque ville où j'étais invitée, soit de Candomblé ou d'Ubanda. Donc j'en ai visité plus d'une douzaine. Et à chaque fois, j'ai eu des conversations avec les babalaorisha, les responsables. Et donc j'ai appris énormément de choses. Bon, c'est de l'ethnologie accélérée, je l'admets. Mais plus j'avance en âge, plus j'ai l'impression que voilà, mon souci, c'est de pouvoir comparer les gens à partir de la manière dont les gens concernés eux-mêmes comparent les choses. Et donc, en passant d'un terreiro à un autre, je pouvais poser des questions par rapport à des choses que je venais d'apprendre, et donc avoir une sorte de dialogue multidialogue, et de voir tout de suite qu'est-ce qui, pour chacun, était différent, pas différent, tel qu'il l'exprimait. Voilà. Et donc, c'était une expérience, mais vraiment extraordinaire. Voilà. Je suis absolument aussi fascinée par toutes les transes auxquelles j'assiste, les costumes, la manière dont sont gérés collectivement tous ces terreiros. Parfois, c'est juste une pièce dans une toute petite maison. Ailleurs, c'est toute une grande maison. Parfois, il y a un grand jardin. Parfois, il y a juste un petit coin de la courette qui sert à faire pousser les plantes qui servent à soigner. Bon. Ou à faire des parfums, c'est très important aussi, les parfums, lors de ces soirées. Je me lie d'amitié avec une Brésilienne, Clarissa Alcantara. C'est une ancienne ubandiste, membre d'une maison de Candomblé, d'artistes performeurs à 1 heure de Rio.
Artistes performeurs, c'est-à-dire c'était des gens qui travaillaient dans le théâtre ou dans le cinéma, qui gagnaient très bien leur vie et qui continuent un petit peu, mais qui décident de vivre collectivement sur cette grande terre, où ils s'aident les uns les autres en fonction de leur cachet à construire des maisons. Clarissa a fait une thèse de psychologie à Paris 8, inspirée par les enseignements de Guattari, particulièrement, notamment la schizoanalyse, qui, au Brésil, est enseignée dans 9 départements. On peut avoir un diplôme de schizoanalyse. C'est inouï, ça n'existe pas en France. Elle performe aussi dans divers spectacles. Elle m'invite dans son terreau d'artistes et nous convenons là-bas qu'ils sont prêts à se déplacer à 12, puisqu'ils ont les moyens, à Genève pour faire une performance rituelle. En effet, on m'a proposé, c'est le collectif d'artistes Utopiania de Genève, qui prépare une exposition qui s'appelle La Bête et l'adversité, et au bâtiment d'art contemporain, et ils m'ont proposé de passer mes films sur l'Oubanda que Abilio avait accepté que je fasse des films. Et donc au fur et à mesure, je faisais une restitution de ces films, et les gens du terreau étaient absolument contents d'avoir et les images et les photos que je tirais de là, parce qu'évidemment, quand ils sont sous transe, ils ne se voient pas, quand ils incorporent. Voilà, donc je demande à Abilio si c'est OK d'utiliser ces images dans une exposition. Il est d'accord. Et donc, voilà, la chose se passe à Genève, c'est extraordinaire. Moi, d'un côté, je passe sur 2 écrans des images d'Oubanda et je fais une sorte de performance qu'on peut voir en ligne. Et puis, je demande à Clarissa de danser devant ces images alors que je me promène avec mon projecteur pour projeter les images sur elle. C'est une soirée échoue. Et elle incorpore donc un esprit échou d'une de ces femmes libres. Et c'est un moment très très fort. Et puis ensuite, le groupe de Condomblé des 12 font un vrai rituel dans le musée. Ils ont apporté des jupes magnifiques pour tous les gens qui participent et des voilettes, parce que ça c'est très courant aussi de se mettre une voilette dans ces rituels. Et ils font danser les gens et certains incorporent presque, comme ceux qui sont venus. Pour finir, ce séjour brésilien m'a permis aussi d'animer une journée en hommage à Guattari avec le philosophe Peter Palpelbart qui habite à Sao Paulo et qui me propose de faire un livre. Dans sa maison d'édition N-1, qui est un clin d'œil au concept d'infini de Deleuze et Guattari. Et donc, du coup, je sors ce livre, qui est bilingue. Donc, d'un côté, c'est Devires Totémicos, devenir totémique, Cosmopolitica do Sonho, donc cosmopolitique des rêves. Puis on retourne le livre, et l'autre moitié est en anglais. Totemic Becomings, Cosmopolitics of the Dreaming. Voilà. Et donc, chaque livre est différent parce que les éditeurs m'ont fait la surprise le jour du lancement. Ils ont tracé avec leurs doigts, avec de la peinture rouge, un trait sur le bord. Et certains livres, le trait était ailleurs, dans l'autre sens. Certains en ont 2, certains en ont 3. Voilà. Et donc, c'est une forme d'anthologie aussi, où j'ai choisi certains textes que j'avais publiés ailleurs pour qu'ils soient disponibles aux Brésiliens. Et il est épuisé, mais on le trouve en ligne.